Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, Gabriel Leblanc quitte Maisons-Mères. Les touristes seront nombreux dans Charlevoix selon le CAA Québec. De l'hébergement pour les travailleurs du Massif. Le bal des Lilas au profit de la croisière des Alizés. Le centre de l'émeute Saint-Urbain devient l'économusée de la Huilière. La galerie d'art GB à Baie-Saint-Paul fête son premier anniversaire. Et au sport, on parle de soccer et de vélo. Bonne émission. Il y a beaucoup de sujets d'actualité cette semaine et Elisabeth, il semblerait que le dossier de Maisons-Mères a connu un certain dénouement avec la démission de Gabriel Leblanc. Tout à fait, Martin. Et rappelons que des problèmes de communication avaient fait l'objet d'un rapport dans les derniers mois et que 2 employés ont quitté leur poste tout récemment. On a recueilli les commentaires du président du CA, Julien Dufour. On l'écoute. Pour ce qui est de Gabrielle, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle avait quand même atteint ses objectifs. On lui avait placé au conseil d'administration des objectifs en termes de rentabilité, en termes de développement des affaires, afin d'éliminer le déficit opérationnel. Et puis ça, il faut dire qu'elle a admirablement contribué à la réussite de ces objectifs-là. Donc, elle les a atteints. À partir de là, elle a manifesté son intention de passer à autre chose, d'aller vers de nouveaux défis. Puis je pense encore une fois qu'elle méritait ce privilège-là, tout à fait. On était quand même assez bien renseignés, à savoir, dès le mois de février, comme on s'était déjà parlé, notre directrice générale mentionnait qu'elle sentait son équipe un peu démotivée, elle sentait de la fatigue, de la pression qui provenait de cette pression-là, qui a été en plus amplifiée par 2 ans de pandémie, le développement des affaires et tout ça. Et dès lors, nous, on a été très, très proactifs. On a mis une firme de consultants GoRH, des consultants en ressources humaines, afin de supporter la démarche. Et puis, ils ont fait leur travail. Et puis, aujourd'hui, la photo qu'on a de Maisons-Mères, évidemment, est beaucoup plus claire qu'elle l'était il y a 1 mois ou 2. On souhaite, de la part du conseil d'administration de Maisons-Mères, Martin, une meilleure communication avec ses locataires dans le futur. Et on apprend d'ailleurs que les 2 employés qui ont quitté ont été réembauchés et qu'un nouveau coordonnateur est entré en poste. On écoute Julien Dufour. À très court terme, on a le grand plaisir de vous annoncer, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs à nos employés, à nos occupants, le grand plaisir d'annoncer la nomination de M. Jérémy Provencher, qui est déjà un employé municipal au niveau de la ville, et celui-ci agit à titre d'agent de développement économique au sein de la ville, et il a accepté de partager son temps entre Maisons-Mères et la ville et de travailler de concert avec le comité de gestion pour assurer de tout ce qui se passe au niveau de Maisons-Mères pour la prochaine saison qui s'annonce très, très, très bonne. Ça se passe bien. Et puis, rassurer tout le monde. Et puis, il agira comme superviseur par intérim. C'est le titre qu'on a souhaité lui donner et il se rapportera directement au conseil d'administration. Le CAA Québec a fait connaître les résultats de récents sondages auprès des Québécois. Et Elisabeth, il semble que la région de Charlevoix sera encore prisée par les touristes cet été. Et oui, Martin, parce que le porte-parole Jessie Caron nous a confirmé que la région arrive à la 2e position des destinations que les Québécois vont visiter cet été. C'est quand même pas rien. C'est quelque chose. Et on parle de 65 % des répondants, donc sur 1000 personnes, qui vont rester au Québec cet été, dont 20 % à la maison et 45 % qui vont voyager au Québec. Donc ça, c'est 1 personne sur 2. Qui choisissent en 2e rang Charlevoix comme destination. Tout à fait. Et en premier rang, évidemment, la Gaspésie avec 21 %. Alors, je vous laisse entendre le porte-parole, Jessie Caron. Bien, Charlevoix va être encore prise d'assaut par les touristes cette année.
pour le bonheur de quelques-uns. Peut-être qu'il y en a d'autres qui aiment un peu moins ça, qui veulent un peu plus de tranquillité, mais généralement, donc, il va y avoir du monde là, parce que Charlevoix est une des 5 destinations les plus prisées au Québec, là, en compagnie de la Gaspésie, de la capitale nationale elle-même, là, de la ville de Québec. Donc, Charlevoix là, se classe favorablement. Là, on parle de 17 des gens qui prévoient se déplacer à l'extérieur de chez eux au Québec qui veulent aller dans Charlevoix. Donc, encore une fois, les festivals, les attraits touristiques, le paysage, la nature de votre beau coin de pays va attirer beaucoup de monde. Élisabeth, est-ce que le sondage donne des indications quant à l'effet de la hausse fulgurante du prix de l'essence là, sur les intentions de voyage des Québécois? Eh bien, selon le porte-parole Jessie Caron, ça ne devrait pas affecter les déplacements des Québécois cet été. On l'écoute. Malgré que que l'essence coûte plus cher que jamais, il y a encore 7 vacanciers sur 10 qui prévoient se déplacer en voiture, donc prendre leurs vacances en véhicule. Oui, les gens vont peut-être réaménager certains plans de vacances. Il y en a qui vont aller moins loin, mais c'est surtout à destination que peut-être les activités vont changer un peu. Donc, on va mettre la pédale douce peut-être sur la restauration, sur certaines activités de divertissement. On va peut-être aller un petit peu moins loin aussi, mais il reste que le budget familial pour les vacances a augmenté d'environ 300 $ cette année pour se situer à un peu plus de 1600 $. Donc, les gens veulent quand même sortir. Ils sont conscients que ça va coûter plus cher peut-être pour se rendre, mais ils veulent aller découvrir d'autres horizons, ils veulent changer d'air, puis ils vont continuer de le faire même si l'essence coûte plus cher cette année. Le massif de Charlevoix se lance dans la construction d'hébergements pour ses travailleurs. On espère ainsi obtenir une meilleure rétention auprès des travailleurs saisonniers et également faciliter le recrutement à l'international. J'en ai parlé avec Nicolas Racine, le vice-président du groupe Le Massif et directeur général. Tout d'abord, parlez-nous, c'est quoi comme construction? C'est quelle grosseur de bâtiment que vous allez installer là, à la base du massif? En fait, là, c'est 2 bâtiments où on va construire 14 logements en tout, là, qui va accueillir en fait 59 chambres. Pour vous simplifier ça, on fait oui. Dans chaque logement, il y a 4 chambres. Chaque chambre a des services de base, si on veut, lavabo dans la chambre, puis tout ça. Puis chaque 2 chambres se partagent une salle de bain et une salle de bain. Et ensuite, il y a le salon-cuisine pour... C'est un environnement qui est quand même très agréable là, pour ce type d'hébergement-là. Là. On souhaite avoir de quoi de confortable. On parle d'un hébergement temporaire pour vous permettre de loger vos travailleurs qui ensuite, ceux qui le désirent, pourront s'installer ailleurs en région. C'est ce que vous soulignez. Oui, écoute, c'est ça l'objectif derrière ça, c'est d'être capable d'attirer les gens, de pouvoir les installer facilement à un prix correct et puis qu'ils puissent ensuite là, se trouver d'autres choses à leur convenance dans la région. Mais tu sais qu'on n'ait pas la pression de trouver une place. Les durées de séjour vont varier en fonction des besoins, tu sais, mais ça va être... on peut avoir des gens qui vont venir faire un 6 mois dans la montagne, tu sais, comme ça existe dans l'Ouest, quand ça existe ailleurs, tu sais. Alors, on veut avoir cette solution-là à proximité et être capable d'offrir ça dans lorsqu'on fait du recrutement, mais on est capable d'offrir ce service-là. Ça représente un investissement de combien pour le massif? Ah, écoute, on est au-dessus de 3 millions de dollars facilement là-dedans là, pour les logements, pour la construction de ça. Est-ce qu'on aurait cru avant la pandémie que vous devriez investir autant pour attirer des ressources? Oui, évidemment, le coût aujourd'hui est plus dispendieux qu'il l'aurait été à l'époque, là, mais je pense que c'était un besoin qui était là de toute façon. Pré-pandémie, c'est un outil qui va être très utile pour nous. On le voit, là, comme on parlait de l'Ouest tantôt, ça a toujours existé, les staffhouses, les résidences pour employés, partout dans les grosses stations de ski, ça fait partie des services offerts au personnel. Donc, alors, on est bien content qu'on soit capable de faire la prochaine saison, parce que l'objectif est de faire la prochaine saison avec les installations, que ce soit prévu pour que ce soit ouvert en décembre. Donc, est-ce que c'est ce qui va vous... On avait vraiment besoin de ça, c'était évident pour nous. Est-ce que c'est ce qui va vous permettre d'accentuer votre recrutement à l'international? Est-ce que vous basez là-dessus pour aller chercher des travailleurs étrangers? Oui, bien écoute, ça fait partie des outils qu'on va avoir pour recruter à l'international. On a entrepris des démarches en ce sens-là déjà pour certains rôles au sein du groupe et de l'organisation. On l'a vu avec le MED
le recrutement international. Ils sont beaucoup de travailleurs étrangers qui sont joints à l'équipe, qui sont hébergés là, Oui. À Baie-Saint-Paul ou dans le coin. Pour nous aussi, on a des besoins pour nous, pour la montagne. Donc, on débute nos démarches pour recruter dans certains services, là. Si l'on regarde la saison qui vient de se terminer, la saison de vélo qui commence dans les prochains jours, au niveau de votre dotation de personnel, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes à 75 des postes qui étaient ouverts, à 80 à 50 Est-ce qu'il vous manque beaucoup de monde ou est-ce que vous avez l'impression d'être quand même assez en mesure là, de faire face à la demande? Bien, je pense qu'on va être capable d'offrir ce qu'on souhaite offrir à la montagne pour la saison vélo cette année. Je ne pense pas qu'on est toujours en mode recrutement. Je pense qu'on va toujours l'être, là, mais on a quand même une base qui est là. Donc, moi, je suis quand même confiant qu'on soit en mesure d'offrir un service bien correct pour la saison de vélo qui s'en vient. Qu'est-ce que la dernière année vous a appris en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des gens? Outre offrir des logements, là, on sait que c'est une tradition dans les grands centres de ski et ailleurs dans le monde. Mais qu'est-ce que vous avez ajouté en vous disant, bien là, il faut accentuer là, notre rétention du personnel? Qu'est-ce qui a été changé au niveau de votre approche avec vos employés? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Écoute, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on souhaite faire vivre une expérience exceptionnelle à nos invités quand ils viennent au massif. Puis, on veut que leur expérience soit parfaite. Tout ça. C'est la stratégie d'affaires qu'on a. Bien, je pense qu'il faut prendre cette stratégie d'affaires qu'on a pour les invités ou pour la clientèle et l'appliquer pour le personnel. Il faut que nos équipes aient ce qu'il faut pour travailler. Il faut que ce soit un environnement qui est agréable. Je pense qu'il faut avoir la même approche avec l'équipe qui travaille avec nous qu'on a l'approche avec la clientèle. Moi, c'est vraiment la façon que je vois les choses. Des gestes qui se traduisent là-dessus. Je pense que si on parle d'équipement, par exemple, il faut qu'il y ait tous les équipements qu'il faut pour fonctionner correctement. Il faut que les BR, ça marche, il faut que les skidoo, ça marche, il faut que tout fonctionne correctement pour enlever des embûches, pour que ce soit agréable de travailler et qu'on ne court pas après, qu'on règle des problèmes qui sont faciles à régler. Donc, c'est vraiment d'avoir une approche... la même approche qu'on a pour la clientèle, il faut l'avoir pour le personnel. Pas compliqué, c'est la solution. Et pour ceux qui sont intéressés à se joindre à votre équipe, on se rend sur le site du Massif? Oui, tout à fait. Écoute, les postes sont affichés, tout est là. Il y en a encore beaucoup de postes ouverts pour cet été, puis pour la saison prochaine également. Tu sais, on est quatre saisons maintenant, fait on souhaite également, des gens qui sont passionnés par la montagne, qui aiment ce type d'environnement-là, on va être capable de trouver leur compte et de travailler chez nous 12 mois par année, là. Donc, avec ce qu'on fait maintenant, avec le vélo, le ski, tout ça. Donc, on espère qu'on va attirer des gens, évidemment, qui ont une passion pour la montagne, pour le plein air, puis qui veulent avoir un emploi correct pour 12 mois par année. Bien, souhaitons-le et merci pour cette entrevue. Je vous remercie à vous. Bonne fin de journée. Merci. Alors, c'était Nicolas Racine, le vice-président et directeur général du groupe Le Massif. C'est le retour de l'événement Le Bal des Lilas, organisé par la Croisière des Alizés. Et pour nous en parler, j'accueille Ariane Magny, qui est porte-parole pour la Croisière des Alizés. Ariane, bonjour. Bonjour. Peut-être commencer tout d'abord par nous parler de qu'est-ce que c'est la Croisière des Alizés? La Croisière des Alizés, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des excursions en voilier en contexte de thérapie par le plein air, d'intervention par la nature. Okay. Donc, c'est vraiment pas des croisières de plaisance, mais bien c'est ça. Donc, ça s'adresse vraiment aux jeunes filles ou il y a également des garçons? Ça s'adresse pour l'instant aux jeunes filles de 15 à 25 ans. OK. Puis, qu'est-ce que vous faites là, sur ces croisières-là exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, bien, en fait, ça va être vraiment, l'intervention par la nature vise vraiment à amener la participante hors de sa zone de confort, à s'adapter dans un nouvel environnement et tout. Puis, à ce moment-là, il y aura des outils de gestion qui vont être mis en pratique sur le voilier. Puis, à ce moment-là, aussi, le but de l'intervention par la nature, c'est de faire un retour à la suite de ces activités-là et idéalement, avec que la personne ait appris de ces outils-là de gestion pour les appliquer au quotidien.
Absolument. Et donc, l'événement qui aura lieu le 11 juin prochain, le Bal des Lilas, c'est vraiment pour amasser des fonds, c'est bien ça? À quoi ces fonds-là vont servir? En fait, oui, effectivement, le Bal des Lilas est un événement bénéfice qui nous vise, qui vise à apporter, à amasser des fonds. En fait, je l'ai pas dit là, mais c'est des jeunes filles de 15 à 25 ans qui souffrent de troubles alimentaires et qui sont dans la voie du rétablissement. Oui. Puis, les fonds qui vont être amassés vont vraiment servir à financer les expéditions parce que c'est un programme qu'on offre qui est gratuitement, mais en même temps, monter les programmes d'intervention par la nature, c'est assez dispendieux. Tout l'équipement aussi de sécurité du bateau, payer aussi la coche de voile, par exemple, et tout. C'est sûr que c'est quand même des coûts qui sont nécessaires pour l'organisme. Donc, avoir les fonds vont nous aider à financer tout ça. Et donc, c'est un événement quand même haut en couleur, là. Ça semble très festif. On s'attend à quoi là, pour le 11 juin prochain? On s'attend à avoir l'invitée Florence K, qui est une chanteuse de jazz, puis qui est aussi activiste pour la santé mentale. Elle est notamment ambassadrice pour la Coalition des psychologues du Québec. Donc, elle milite beaucoup aussi pour ce secteur-là. On s'attend également à avoir Lily Thibodeau, qui est une autre chanteuse jazz, puis une initiation au swing aussi avec des danseurs de l'école Porto Swing. Il y aura également beaucoup de commanditaires locaux en nourriture qui nous ont offert là, des dons. Donc, on va offrir un pique-nique là, champêtre également. Et est-ce qu'il y a un code vestimentaire ou une thématique finalement à suivre? Oui, ben en fait, c'est sûr que c'est pas obligatoire, mais idéalement, on invite les gens à s'habiller en blanc ou en couleur lilas parce que ça va se passer dans le parc du Cap-à-l'Aigle où il y a plusieurs arbres de lilas qui vont fleurir à ce moment-là. Tout à fait. Et Ariane, comment on fait pour participer au Bal des Lilas? Oui, en fait, sur le site Le Point de Vente, qui est sur notre page Facebook, notamment Instagram aussi, vous avez accès au lien qui vous permet d'acheter un billet. À noter aussi que c'est gratuit pour les 15 ans et moins et gratuit également pour le personnel soignant. Les billets aussi sont 2 pour 1. Et quand je dis pour le personnel soignant, c'est vraiment toute personne qui travaille dans le domaine de la santé puis de la relation d'aide. Donc, les gens de l'hôpital de la Malbaie, par exemple, vous êtes tous invités à venir, puis toute autre personne aussi qui intervient en santé. Alors, on invite la population à s'inscrire ou à donner pour le 11 juin. Ce sera à partir de 13h dans les jardins du Cap-à-l'Aigle. Oui, exactement. Merci beaucoup. Le centre de l'Émeu de Charlevoix devient l'économusée de la Huilière, car il sera maintenant possible, lors des visites, de voir les artisans à l'œuvre transformer les produits. Depuis 25 ans, Raymond de Tremblay développe et valorise l'élevage de l'émeu dans Charlevoix. Les 5 dernières années ont été cruciales pour la propriétaire du Centre de l'Émeu de Charlevoix, puisqu'elles lui ont permis d'établir un plan structurant pour devenir l'économusée de la Huilière. Bien, pour moi, là, c'est la réalisation complète du projet d'économusée de la Huilière. En somme, qui était le projet de regrouper toutes mes différentes ressources, mes différentes fonctions ici à la ferme, mais avec le partenariat qu'on a fait avec le réseau des économusées. Donc, pour moi, là, c'est une belle réalisation. C'est complété parce que le projet a commencé en 2018, mais on a dû vivre la pandémie. Donc, ça a amené des reports, surtout des reports par rapport à mon équipement principal me permettant de transformer mon gras en huile ici à la ferme. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui, en 2022, pour faire le lancement de l'économusée. La Société du réseau Économusée promet aux visiteurs l'expérience artisan à l'œuvre. Alors, on est venu bâtir une visite guidée, autonome ou encore guidée, et on a mis ce qu'on appelle l'ensemble des 6 composantes économuséales. Donc, lorsqu'on arrive ici, on se fait présenter qui est l'artisan, l'entreprise, le savoir-faire traditionnel. On fait un clin d'œil au passé de la transformation de l'huile ici dans Charlevoix et l'ensemble des autres composantes économuséales. Alors, c'est un projet qu'on a commencé il y a plusieurs années avec Mme Tremblay. On a aidé Raymond Tremblay à réfléchir à son projet de repositionnement de son entreprise, parce qu'au début, elle ne transformait pas l'huile d'émeu ici. Elle devait aller sur la rive sud du fleuve, à la Pocatière. Donc,
On l'a aidé à réfléchir à un projet de ramener sa transformation ici, mais aussi on a suggéré un architecte qui avait déjà développé des économusées. Donc, c'était vraiment un travail entre les besoins de Mme Tremblay, les besoins de la Société du réseau économusé pour atteindre les standards et les composantes économuséales et le travail d'un architecte avec plusieurs allers-retours pour avoir un produit qui, une fois construit, est prêt à recevoir les clients. Lors de l'annonce le 2 juin dernier, plusieurs partenaires et acteurs du milieu étaient présents afin de souligner leur appui au projet. Les produits fabriqués sur place proviennent de l'élevage sans antibiotiques et sans hormones et sont de plus en plus recherchés pour leur qualité. Mon procédé de transformation de gras en huile d'émeu, je l'ai transformé pendant 6 ans je l'ai développé pendant 6 ans avec un chercheur d'université. Donc, il m'a permis d'avoir un procédé, une huile qui est tout à fait inodore, qui est de qualité, qui conserve la qualité des oméga 3, 6, 7 et 9, qu'on applique sur notre peau, qui va faire qu'elle pénètre bien dans la peau et elle ne laisse pas la peau huileuse. Dernièrement, j'ai eu une appréciation d'un comité qui s'appelle Best Review, où ce qu'il disait sur une évaluation d'une centaine d'huiles d'émeu différentes dans le monde, c'est l'huile émeu Charlevoix qui a retenu le numéro 1, tant pour sa qualité optimale que pour l'appréciation de la clientèle. Raymonde de Tremblay poursuit ses rêves et souhaite assurer la continuité de son projet. Honnêtement, mes prochains objectifs par rapport suite à l'économusée, parce que j'ai mes installations de transformation ici pour ma transformation d'huile, ma transformation de viande. Mon grand intérêt puis mon souhait le plus cher, c'est de développer un réseau de producteurs d'émeu au Québec. Parce qu'on n'a pas d'émeu, on n'a plus d'émeu au Québec. Parce que quand je suis partie il y a 25 ans dans l'émeu, il y avait déjà 122 producteurs d'émeu de répertoriés au MAPAC. Actuellement, il n'en reste plus un parce que ce qui n'a pas suivi, c'est la mise en marché. Le développement des produits, la mise en marché. Donc, à ce moment-là, Donc, actuellement, c'est mon plus grand souhait. Puis aussi, c'est de vivre aussi ici, l'économusée, d'y donner une vie sur une base annuelle. Parce que moi, j'ai pensé cette conception-là d'équipement, de bâtiments pour accueillir des groupes, mais les accueillir sur une base annuelle, pas juste sur le 2-3 mois de la période estivale. L'économusée de la Huilière propose dès cet été une visite guidée audio accessible grâce à un code QR afin d'ajouter un plus-value à la visite du Centre de l'émeu de Charlevoix. La Galerie d'art GB fête son premier anniversaire et Élisabeth Tailleur a rencontré ses 2 fondateurs, Geneviève et Gilles Bédard. Dans notre rêve, là, de faire quelque chose ensemble, puis le COVID nous a permis de faire, de dire, OK, garde le temps, là. Je sais pas si c'était de l'insouciance ou mais on a ouvert en plein COVID, tout fermait, là. Mais en tout cas, mais on l'a fait, puis on est content de l'avoir fait. La Galerie d'art GB, située sur la rue Saint-Jean-Baptiste, est un espace de création où le talent et la passion du père et de sa fille sont réunis. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, toi? Mon premier dessin, c'était sur une planche de bois. Puis ma mère m'avait dit, tu sais, « Hey, wow, c'est beau! » Puis ça a commencé là, par un flattage, tu sais, dans le fond, hein, c'est beau. Ça m'a comme un peu séduit. Puis j'ai toujours continué à dessiner. Des animaux, j'aime ça mettre un peu de vie aussi dans le paysage. À l'âge de 25 ans, j'ai décidé de partir dans Charlevoix, aller vivre de ma peinture à l'âge de 25 ans. Puis après ça, bien, c'est ça, j'ai peint tout le temps. Surtout des paysages? Paysages. Après ça, j'ai ouvert mon propre atelier à Baie-Saint-Paul dans les années 80. Ensuite de ça, j'ai eu mon atelier dans le Vieux-Montréal sur Saint-Paul pendant 5-6 ans. Je suis revenu ici parce que le paysage me manquait. Dans le Vieux-Montréal, je faisais beaucoup de l'abstrait. Mon côté créatif n'a jamais été aussi épanoui depuis que j'ai la galerie avec mon père, puis depuis que j'étais à 100 % là-dedans. Ça fait quand même 20 ans que je patauge, que je peins, que je crée. Tout jeune, je dessinais beaucoup. Là, moi, c'est plus à l'adolescence. Mon père, il disait 7-8 ans. Moi, c'est plus à l'adolescence que j'ai commencé à faire des BD, les dessins. J'aimais ça.
Ça m'a toujours suivi toute ma vie, tu sais, mais je le faisais à temps partiel. Mais là, en étant temps plein, puis en voyant mon père créer comme ça, puis en étant dedans, le côté créatif, puis aussi en ayant ma galerie avec mon père, qui me permet que j'ai pas de limite, puis la création, c'est, tu sais, je peux y aller, là. J'adore l'abstrait, mais là, j'ai commencé à faire du figuratif, puis là, j'essaye de l'imiter, là. Fait que là, il fait une vache, je fais une vache. Des fois, je fais un coq, là, il a essayé de faire un coq. Non, mais... non, mais c'est le fun, parce qu'on se challenge. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait du bien, fait que c'est tout le temps comme en bouillonnement. La galerie est divisée en deux, une section pour chaque artiste. Le visiteur peut circuler librement et se laisser porter par son imagination. C'est un paysage... Comment dire, c'est deux scènes, deux villes dans une. L'aspect atelier est important pour Gilles Bédard, qui peint depuis une quarantaine d'années. C'est sûr que, bon, après, c'est sûr que moi, ça fait une quarantaine d'années que je vis de la peinture, fait que ça ne me stresse pas quand les gens rentrent puis ils me voient travailler. C'est même le fun, tu sais, de jaser de la technique, de jaser de plein de choses. Puis Geneviève aussi fait la même chose. C'est un plus pour les gens, tu sais, qui nous rencontrent. Geneviève Bédard deviendra prochainement la propriétaire officielle de la Galerie d'art GB. Moi, je prépare un petit peu une semi-retraite, mais pas de peindre, juste d'être en arrière, d'attendre les gens. Geneviève va s'occuper, parce que Geneviève est très bonne au point de vue tout ce qui est Internet, puis elle travaille, moi, tandis que moi, mais je ne suis pas le fort là-dedans. Puis elle est bonne dans tu sais, les gens, le sourire, tu sais, elle est beaucoup respectueuse de ça. Puis j'ai une confiance absolue en Geneviève. Le 11 juin prochain, les visiteurs et la population de Charlevoix sont invités à une journée porte ouverte pour célébrer la première année de l'entreprise. On va s'installer dehors pour peindre, puis accueillir le client, puis jaser de création. Là, on est rendu ailleurs. On est rendu prêt pour recevoir les gens. Prêt le 11 pour faire un genre de tableau ensemble où on va s'épanouir puis on va se laisser aller. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Non. Pour moi, on va donner les pinceaux aux passants pour qu'ils donnent des splatchs à la peinture. Pour nous aider. Pour nous aider. Elisabeth Pailleur pour TVCO. On parle maintenant de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, c'est la Coupe Québec-Canada au Genévrier du 3 au 5 juin et c'est une compétition importante de vélo de montagne, là. Martin, c'est une grosse compétition, en effet, parmi les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Écoutez, Québec-Canada, là, vraiment, c'est une épreuve de force, une épreuve d'endurance parce qu'on parle d'un niveau élite ici parmi les coureurs. Oui. Donc, Camping Genévrier, on va avoir évidemment deux types de courses. Donc, épreuve de cross-country et épreuve de cross-country olympique. Donc là, vraiment, là, comme je vous disais, là, c'est un calibre qui est très relevé. On parle également un mélange de force et de caractère parce que ça prend une endurance bien développée pour faire ces deux compétitions-là. Alors, ça va se passer en fin de semaine là, parmi les coureurs. On attend plus de 100 participants là, qui vont prendre part à la course. Est-ce qu'on peut aller voir les courses? Martin, absolument. Et je pense qu'avec tout le talent qu'on va avoir sur place là, pour les amateurs de vélo, ça va être un événement grandiose. On se rend au Genévrier. Absolument. Par ailleurs, le club de soccer de la microbrasserie connaît un bon début de saison. Martin, ça va très bien parce qu'on parle d'une deuxième victoire pour Microbrasserie Charlevoix. Je veux juste mentionner que c'est la Ligue Québec Métro Senior, section D3, donc la catégorie D3 pour notre club de microbrasserie. Alors, on parle d'une victoire de 2-1 qui s'est faite à domicile, donc à Baie-Saint-Paul, face à la formation de Chaudière-Ouest. Et dans les statistiques, bien, bravo, là, on a eu 2 buts marqués qui ont été faits par Éloi Douenard et Mahmoud Dina également, qui lui, est un bon marqueur parce qu'on voit que son nom là, revient à plusieurs reprises. Alors, je pense qu'on a ici là, un bon joueur de soccer pour cette formation-là. Souhaitons-leur le meilleur pour la saison qui commence quand même. Il y a encore plusieurs matchs. Bien là, on est en début, puis le prochain match, justement, va se faire le 7 juin. Ce sera contre Fusion Lobinière. Ce sera à l'extérieur. Et au niveau du classement, eh bien, on est en deuxième position avec 6 points. Seulement 1 point derrière le premier rang qui est détenu à l'heure actuelle par Haute-Saint-Charles. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. La meilleure des chances pour le club de soccer de la microbrasserie. Absolument. En terminant, Maxime, vos commentaires sur la nomination du nouveau coach, du nouvel entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis. Oui, bien, Martin Saint-Louis qui est officiellement le 32e entraîneur-chef du Canadien. Donc, on parle de contrat de 3 ans qui a été accordé par le directeur général Ken Hughes. Je veux juste rappeler qu'il avait pris la relève à Dominique Ducharme le 9 février
février dernier, là, après le congédiement. Bonne signature, vraiment. Là, en 37 vous matchs, pensez que c'est une bonne signature? Oui, bien écoutez, en 37 matchs, là, quand même 14 victoires, 19 revers, 4 défaites en prolongation. Vu comme ça peut avoir l'air Ça quand ressemble même, à ce que c'était avant. C'est ça, une fiche de 500, mais l'important, c'est que Martin Saint-Louis est un bon communicateur et surtout, il a réussi à faire débloquer 2 joueurs qui avaient un peu de misère avec du charme. Et là, je parle de Cole Caulfield et de Nick Suzuki. Donc, je pense que vraiment, l'apport qu'il va amener aux jeunes, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Et je pense que, je dis pas qu'on va gagner la Coupe l'année prochaine, je ne suis pas rendu là, mais je pense que les années futures, les 3 prochaines années, je pense selon moi qu'ils vont être très prometteurs avec un bon communicateur qui comprend le match. Ça, c'est important. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour le bulletin d'actualité cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.